Tous les ans, il y a des analystes, souvent les mêmes, qui annoncent l'effondrement du marché de l'immobilier. Alors ces analystes, ils se trompent depuis 30 ans, mais c'est pas parce qu'ils se trompent depuis 30 ans qu'ils finiront pas un jour par avoir raison. Il y a nécessairement une année où le marché de l'immobilier subira une baisse violente. Et si c'était en 2021? Si c'était en 2021 que le marché de l'immobilier connaissait une baisse importante de sa valeur? Les premiers signes d'une baisse sont déjà là. Fait rare, sur les 6 derniers mois, les prix de l'immobilier à Paris ont baissé de 2,5%. On dit souvent que Paris, c'est la locomotive de l'immobilier en France, que s'il y a une baisse à Paris, eh bien ça entraîne également une tendance baissière dans l'ensemble de la France. Alors il y a plusieurs éléments qui sont pas du tout rassurants. Premièrement, l'augmentation du nombre de chômeurs due à la crise en 2020. Deuxièmement, une possible remontée des taux immobiliers qui entraînerait une baisse de la capacité d'endettement des ménages et qui pourrait évidemment se répercuter sur les prix de l'immobilier. Troisièmement, les rendements immobiliers en baisse, notamment pour les loueurs en courte durée. Il y a également les banques qui resserrent leurs conditions pour obtenir un prêt. Mais est-ce que ces éléments sont suffisants pour provoquer un effondrement du marché de l'immobilier? Faut-il s'attendre à une baisse des prix de l'immobilier en 2021? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors ça a échappé à personne qu'on a vécu en 2020 une crise importante qui a impacté de nombreux secteurs, dont le secteur de l'immobilier. Selon une note de conjoncture immobilière des notaires de France, on pourrait connaître un déplacement du marché de l'immobilier en France. La crise sanitaire et le premier confinement ont nécessairement conduit à une prise de conscience collective en milieu urbain, plus marquée encore sur le marché parisien, trop de contraintes financières, un marché tendu, une augmentation des temps de transport. S'ajoute à cela le développement quasi immédiat et massif du télétravail, avec un employeur désormais plus ouvert à ce mode de fonctionnement, le salarié plus à même de s'organiser différemment, privilégie un confort de vie familial au vert, avec 2 lieux de vie, l'un proche de son lieu de travail en présentiel et l'autre pour son cadre familial. Mais la baisse du marché de l'immobilier ne pourrait peut-être pas s'arrêter aux grandes villes. Des éléments plus fondamentaux pourraient peser à la baisse sur les prix de l'immobilier dans les prochaines années. Le premier élément, c'est la démographie. Il ne faut pas oublier que le marché de l'immobilier, c'est avant tout un marché. Si l'offre de logement augmente et que dans le même temps la demande ne suit pas, eh bien les prix de l'immobilier devraient baisser. À l'écran, je t'affiche un graphique qui précise l'âge des acheteurs et des vendeurs en France. Ça nous permet de voir à quel âge les ménages ont tendance à acheter leurs biens et à quel âge les ménages ont tendance à vendre leurs biens. Comme tu le vois sur le graphique, l'âge où les ménages achètent le plus leur logement, c'est en moyenne vers les 30 ans. L'âge en revanche où les ménages vendent le plus leur logement, c'est en moyenne vers les 75 ans. Ce qui est important à retenir, c'est qu'à partir de 56 ans, il y a plus de ménages qui vendent leurs biens immobiliers que de ménages qui achètent des biens immobiliers. Ce qui est un peu inquiétant, c'est si on s'amuse à croiser ces données avec les projections démographiques. Selon l'INSEE, la France compterait 12,1 millions de personnes âgées de 75 ans ou plus en 2050, soit 16,4% de la population, contre 9% en 2013. En France, le nombre de personnes de 20 à 64 ans, soit l'essentiel de la population en âge d'être active, baisserait de 588 000 personnes entre 2013 et 2050. À cet horizon, elle représenterait seulement la moitié de la population. On a une population qui vieillit de plus en plus, donc qui va tendre à vendre de plus en plus de biens, et bien sûr dans le même temps, on aura de moins en moins de jeunes qui ont, à l'inverse, tendance à acheter beaucoup de biens. Donc plus d'offres et moins de demandes, ça devrait aboutir logiquement à une baisse des prix de l'immobilier dans un horizon moyen-long terme. Le deuxième élément, c'est l'augmentation des taux des prêts immobiliers. Alors certaines personnes pensent qu'on va rester dans un schéma de taux bas ad vitam aeternam, et par exemple qu'on va jamais revoir des taux à 3% par an. C'est un scénario personnellement qui me semble assez irréaliste. Il y a eu de nombreuses fois des augmentations des taux des crédits immobiliers, juste sur une période récente par exemple. Entre 2005 et 2008, les taux sont passés de 3,5% à plus de 5%. Aux États-Unis, on observe d'après la Federal Reserve Economic Data, depuis le début de l'année 2021, une augmentation de 15% des taux des prêts immobiliers. Alors pourquoi les taux sont si importants pour essayer d'anticiper l'évolution des prix de l'immobilier? Parce qu'il y a un lien direct entre le taux des prêts immobiliers et ta capacité d'endettement, la capacité d'endettement des ménages en règle générale. Il faut savoir qu'en moyenne, la part d'endettement des emprunteurs, elle est de 30,3% lorsqu'ils achètent un bien immobilier. Pour rappel, la limite au niveau du taux d'endettement lorsqu'on réalise un prêt immobilier, c'est 33%, c'est la fameuse règle des 33%. Donc ça veut dire que les personnes qui achètent de l'immobilier, elles ajustent leur budget en fonction de ce taux d'endettement maximum. En cas d'augmentation des taux, ils devront mathématiquement emprunter une somme plus faible. Si par exemple on passe d'un taux moyen sur 20 ans de 1,07%
à 2,07%, ce qui reste vraiment des taux très faibles. Pour un ménage qui gagne 4 000 € par mois et qui s'endette à 33%, ils devront passer d'une enveloppe de 270 000 € à une enveloppe de 246 000 €. Ça fait tout de même une baisse de 10% de leur capacité d'endettement qui devrait logiquement se répercuter sur les prix de l'immobilier. Et je prends là pas du tout un scénario catastrophe parce qu'on resterait quand même sur des taux extrêmement bas. Il y a également d'autres éléments inquiétants comme l'augmentation du chômage en 2020. Historiquement, on observe un lien entre l'évolution du taux de chômage et les prix de l'immobilier. Comme tu le vois sur le graphique, un pic dans la hausse du chômage entraîne quasi systématiquement une baisse du marché de l'immobilier. A l'inverse, une baisse du chômage entraîne une augmentation des prix de l'immobilier. Enfin, il y a un autre élément fondamental, c'est ce qu'on appelle le tunnel de Freyguid, du nom de l'économiste spécialisé dans l'immobilier, Jacques Freyguid, qui compare l'évolution des prix de l'immobilier aux revenus disponibles par ménage. Ce qu'il observe, c'est qu'on est entre 1970 et 2000 dans une évolution saine du marché de l'immobilier, une évolution qui est en accord avec l'évolution du revenu disponible par ménage, mais depuis le début des années 2000, on a un décrochage du prix de l'immobilier par rapport aux revenus disponibles par ménage. Si les prix retrouvent ce fameux tunnel de Freyguid, on pourrait connaître une baisse importante des prix de l'immobilier. Alors malgré tous ces arguments, je pense pas qu'il va y avoir un décrochage massif des prix de l'immobilier. Je vais t'expliquer pourquoi et bien sûr, n'hésite pas à me donner ton avis dans l'espace commentaire. Le premier élément, c'est concernant ce fameux tunnel de Freyguid. Si on prend des données un peu plus longues, on s'aperçoit que c'est un tunnel qui est tout relatif. Je t'affiche à l'écran les données depuis 1850 à Paris et on voit qu'il y a eu une période de 70 ans où les prix de l'immobilier n'évoluaient pas du tout dans ce tunnel. Des économistes ont élaboré d'autres indicateurs pour analyser le marché de l'immobilier. C'est notamment le cas d'Antoine Laliard qui précise que le ratio prix sur revenu de Jacques Freyguid ne constitue pas un bon indicateur parce que si l'envolée au cours des années 2000-2007 correspondait à une déviation anormale par rapport au niveau d'équilibre qui prévalait auparavant, comment expliquer alors que la correction des prix postérieure à la crise de 2007-2008 n'a pas été suffisante pour ramener ces ratios au niveau supposé d'équilibre? Il préconise deux autres indicateurs. Le premier indicateur, c'est un indicateur de pouvoir d'achat immobilier qui prend en compte l'évolution du taux des prêts. On observe depuis 10 ans une augmentation du pouvoir d'achat immobilier malgré la hausse de l'immobilier parce que les taux ont dans le même temps beaucoup baissé. Même si les chiffres datent de 2017, c'est la même chose aujourd'hui en 2021, on est à des niveaux de pouvoir d'achat immobilier très importants. Cet indicateur matérialise l'évolution de notre pouvoir d'achat immobilier en fonction du marché du crédit, mais ça ne nous permet pas d'anticiper l'évolution des prix de l'immobilier. Ce qu'on peut tout de même dire, c'est que même s'il y a une augmentation par exemple des taux des prêts immobiliers, il n'y aura pas nécessairement une baisse du marché de l'immobilier. En revanche, bien sûr, on aura une baisse de notre pouvoir d'achat immobilier qui pourrait retrouver sa moyenne historique. Je trouve le second indicateur encore plus intéressant, il rend compte de l'incitation à réaliser un investissement locatif plutôt qu'un autre placement. Cet indicateur prend en compte la rentabilité brute annuelle d'un investissement locatif et la compare au taux des obligations d'État. En prenant en compte cette donnée, on se rend compte qu'on a une grande opportunité à investir dans l'immobilier aujourd'hui. Autrement dit, en prenant en compte le contexte global, on a des prix de l'immobilier qui sont pas du tout choquants. Les prix de l'immobilier pourraient même continuer à progresser. D'un point de vue d'investisseur, s'il y a bien un marché que je trouve pas surévalué par rapport à d'autres classes d'actifs, c'est bien le marché de l'immobilier. Je suis plutôt confiant par rapport à l'évolution des prix de l'immobilier et je vois pas de raison sur le court terme qui pourrait entraîner un décrochage des prix. En revanche, sur le moyen long terme, le vieillissement de la population, c'est un point très préoccupant. Mais à ce petit jeu, la France est très bien lotie parce que c'est le premier pays développé en termes de natalité. Alors si on analyse un peu les données démographiques, si on prend l'hypothèse centrale d'après l'INSEE, on devrait avoir une population de 76 millions en 2070. Il y a également d'autres tendances à prendre en compte, comme le fait que 34% des Français vivaient seuls en 2014 contre 24% des Français en 1982. On a également une augmentation des familles monoparentales. Ces tendances, c'est des tendances de fond qui devraient se poursuivre et qui entraîneront une augmentation de la demande immobilière. Alors beaucoup se sont risqués à des prévisions sur l'évolution justement du marché de l'immobilier, mais c'est un jeu qui est très compliqué. Par exemple, en 2010, Jacques Freyguid nous disait qu'une baisse de 30 à 35% d'ici 8 ans était probable. De 2010 à 2018, les prix de l'immobilier ont augmenté de 10% en France. Personnellement, je suis assez optimiste par rapport au marché de l'immobilier dans les prochaines années, même si je pense qu'il pourrait par exemple y avoir des baisses passagères dans les grandes villes. Je rejoins l'avis de la note des notaires de France qui précise qu'il ne devrait pas y avoir de retournement global du marché, mais un déplacement du marché vers un immobilier plus proche de la nature tout en restant connecté, plus provincial avec plus d'espace. La BCE devrait garder une politique de taux bas, donc ça serait étonnant qu'on connaisse une flambée des taux dans les prochaines années. Je trouve qu'on a des prix de l'immobilier encore très abordables. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que le marché de l'immobilier va diminuer
ou augmenter dans les prochaines années? Qu'est-ce qui te rend inquiet par rapport à l'évolution de ce marché ou au contraire, qu'est-ce qui te rend optimiste? N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Je te remercie d'avance, ça m'aide dans le développement de cette chaîne. Je t'ai également mis une vidéo qui devrait t'intéresser, qui va s'afficher juste ici. Je te recommande de la visionner. Je te souhaite toujours plein de réussite. C'était Benoît. Ciao!